bienvenue à tous et pour ceux qui ne le savent pas, au musée du barreau de Paris, qui est donc toujours installé, je dis ça depuis maintenant quelques saisons, au sein de l'hôtel de la Porte, propriété du barreau de Paris, hôtel de la Porte qui est classé aux monuments historiques et qui est un bâtiment dont vous découvrirez les charmes en montant jusqu'au premier étage pour y admirer son escalier classé. Ce qui nous a valu d'être préservé et de ne pas sauter, si je puis me permettre, comme l'hôtel particulier en face, où reste simplement le portail avec griffé Agnès B. Vous êtes ici au sein des collections permanentes du musée du barreau de Paris, qui sont toujours en voie de désorganisation dans le cadre du montage de notre exposition temporaire qui va bientôt démarrer sur les pièces à conviction. Mais vous pouvez d'ores et déjà faire l'acquisition du catalogue éponyme qui se trouve en vente évidemment dans l'excellente librairie que nous avons dans la partie Moyen-Âge de ce musée. Voilà, pour ceux qui ne sont jamais venus, je vous invite tout à l'heure à prendre 5 minutes au moins ou à revenir lors d'une visite pour parcourir nos collections et nos vitrines qui sont classées très simplement chronologiquement. Donc avec le Moyen-Âge, puis les grands procès de l'Ancien Régime ou de la Révolution, donc Marie-Antoinette, Louis XVI notamment, mais pas que. Ensuite des affaires Zola, J'accuse, etc. Et puis un certain nombre d'affaires criminelles avant d'arriver aux affaires les plus récentes, dont l'affaire Papon, qui se trouve donc juste derrière nous, et tout ça étant peu à peu chamboulé par notre installation avec d'autres nouvelles affaires. Ce soir, vous êtes ici aussi et surtout parce que nous sommes à notre 14e ou 15e audition contradictoire de l'année, audition donc à l'occasion desquelles nous recevons 2 auteurs qui ont bien voulu quitter la robe, entre guillemets, ce soir, robe au sens de leur fonction, pour venir nous parler de leurs ouvrages, souvent quand même en rapport avec le droit et la justice. Et je suis très heureux d'accueillir ce soir, alors à ma droite et à votre gauche, mais vous n'y voyez aucun sens politique, Madame Christiane Beignet, qui est une fidèle de ce musée, et René Pagis, qui lui le découvre, mais je suis sûr qu'ensuite il prendra une carte d'abonnement, il sera membre de la Société des Amis et tout ce qu'il faut pour assurer la promotion des prochains ouvrages qu'il publiera. Le prétexte pour les invités, ces 2 éminents personnages, ce sont leurs livres. Je les présenterai après eux, mais leurs livres, alors respectivement, pour Christiane Beignet, La vérité côté court, une ethnologue aux assises, excellent livre à la découverte, étant précisé que nous avions inauguré notre bal des auditions contradictoires l'année dernière avec Thierry Lévy, paix à son âme, si on croit à l'au-delà, mais en tout cas on aimait beaucoup Thierry, avec Geoffroy de la Galerie qui avait publié un ethnologue dans la cour d'assises, aux assises, donc toutes les sciences sociales s'y mettent, et on est très content que l'anthropologie, un sociologue, pardon. Voilà, enfin avec l'ethnologie, il nous manquera un anthropologue, mais tu nous trouveras sans doute cela. Et puis René Pagis, je vous présenterai après, mais dans la salle des pas perdus, chez Deboré, excellent éditeur qui appartient à un groupe de presse régional mais qui fait beaucoup de livres sur la justice et notamment qui publie Jean Portejoie ces derniers temps, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ce qui nous fera encore une raison d'inviter des Clermontois ou des centristes, entre guillemets, au sens géographique du terme. Rassurez-vous. Voilà. Donc, pour préciser un peu leur pédigré et leur casier judiciaire à l'un et à l'autre, l'une est ethnologue, je pense que c'était à peu près, ça se devinait. Elle dirige des recherches sur les juridictions criminelles en France, en Europe, au Centre d'anthropologie culturelle de Paris Descartes. Et puis elle dirige la revue, c'est toujours exact, oui. Rédactrice en chef de la revue Droit et Culture, publiée par l'université, donc Paris-Nanterre. Puis alors René Pagis, moi j'aime bien votre biographie officielle parce qu'elle commence par fils d'agriculteur auvergnat. Donc, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Je suis d'accord. Voilà. Ce qui nous intéresse plus que l'agriculture auvergnate, on n'a pas honte du tout, mais c'est un tout petit peu décalé par rapport à nos sujets d'habitude ici. Bien sûr. Mais vous pouvez nous parler d'agriculture en Auvergne si vous le souhaitez après. Mais pour l'instant, d'après moi, nos amis sont venus pour vous écouter et parler de ce que vous avez vu et vécu, et notamment en étant d'abord gendarme dans une première carrière dans la gendarmerie, avoir vécu pas mal de grades d'ailleurs dans la gendarmerie, et puis une seconde carrière dans la justice, comme juge d'instruction, juge des enfants notamment, procureur de la République, finalement dans plusieurs postes, dans plusieurs juridictions, et puis désormais écrivain, on va le dire comme ça, parce que moi j'ai beaucoup savouré en tout cas cette chronique, en quelque sorte, tout ce tableau de la salle des pas perdus, mais pas que, c'est-à-dire en réalité du palais de justice et de ce qui s'y passe et de ce monde qui nous fascine toujours autant, qu'est la vie en quelque sorte si particulière dans ce que les uns croient être la justice et les autres que nous savons que c'est l'institution judiciaire. Voilà. Merci. Donc
Donc ça fait, je pense, deux très bons livres, 2 livres complémentaires et 2 livres qui portent un regard légèrement, avec une vision légèrement différente sur la justice. Peut-être que vous aurez le droit tout à l'heure de poser des questions si j'ai terminé mon très long monologue et s'ils ont le droit de parler. Mais je pense qu'on va peut-être commencer par leur demander à l'un et à l'autre ce qui vous a pris, parce que je ne me trompe pas en pensant que c'est votre premier livre, oui. À l'un comme à l'autre, non? J'avais écrit un roman l'année d'avant, oui, sur fond judiciaire, mais un roman, une fiction. Ah oui, c'est vrai, pardon. Là, oui, on est bien d'accord, oui, je l'ai en plus, je suis vraiment totalement ignare. Non, mais il est passé presque inaperçu. Mais un mot peut-être d'abord de Christiane sur pourquoi se mettre à écrire et pourquoi passer d'abord 40 séances à la cour d'assises et puis après on passera la parole à René Pagis, puis ensuite on vous fera dialoguer et après vous aurez le droit de les torturer par la question uniquement. D'accord, très bien, je vous remercie de votre invitation. Donc moi j'ai commencé par des travaux de thèse, donc j'ai soutenu ma thèse en travaillant sur la cour d'assises et l'idée ensuite c'était j'ai poursuivi puisque je n'avais pas encore complètement terminé mon cheminement et ensuite c'était de faire découvrir la façon dont je voyais se construire la vérité à l'audience. Voilà ce que j'ai voulu publier. Donc si vous voulez déjà, il faut préciser, donc en tant qu'ethnologue, on aborde la cour d'assises non pas comme les sociologues, ni comme les historiens, ni comme les juristes, parce que jusque-là, on a énormément de travaux. Donc, si vous voulez, toutes ces disciplines s'intéressent à la cour d'assises plutôt par le biais du jury populaire. C'est plutôt ça pour caricaturer un petit peu. Et donc, l'ethnologue, donc c'est un objet qui n'avait jamais été saisi par l'ethnologue. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais y aller. C'est-à-dire que c'était mon terrain, c'est devenu mon terrain, c'est ce que j'ai revendiqué pour mon directeur de thèse. Mais il fallait aussi trouver des critères qui justifiaient ce choix. Et ce choix était tout trouvé parce que ce qui anime donc les débats, l'oralité des débats, qui par ailleurs ne sont pas transcrits en France, et c'est une spécificité, puisque dans d'autres pays, après j'ai pu travailler en Belgique ou en tout cas en Suisse ou en Italie, tous les débats sont transcrits. Donc l'oralité, ce que j'ai proposé, c'est de travailler au travers de cette oralité des débats, du débat contradictoire, mais aussi du rituel et des émotions. Donc si vous voulez, je me suis saisie de thèmes ethnographiques, anthropologiques, pour répondre à cette problématique que je posais, comment est rechercher la vérité et comment se construit-elle. Donc au départ, je suis partie avec un a priori, puisque j'entendais qu'il y avait, on disait parfois les jugements sont arbitraires, etc. Donc l'idée c'était d'y aller, de regarder et de voir comment ça se passait, et de dire réellement, donc telle était mon hypothèse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi différentes juridictions en France, représentatives de la criminalité française. Donc en gros, c'est dans la région parisienne, dans le sud-ouest, dans le sud-est de la France et dans le nord. Il faut dire que j'ai passé à peu près 15 ans, alors non pas 15 ans, mais depuis le début des travaux de thèse jusqu'à la publication, donc ça a commencé de 2001 jusqu'à 2016. Après, j'ai noué d'autres recherches, et si vous voulez, je nourrissais ces recherches pour toujours, jusqu'à la dernière, pour mon livre aussi, donc pour la dernière écriture de mon ouvrage. Et donc là, l'ethnologue travaille comment? Donc j'ai saisi dans des carnets tout ce que j'observais, tout ce que j'entendais et qui pouvait participer, à mon sens, à cette construction de la vérité à l'audience. C'est pour ça que dans l'ouvrage, vous avez à la fois de l'analyse et vous avez ces moments de vie, ces moments d'échange que j'ai saisis et que j'ai ensuite classés, puisque c'est le travail de l'ethnologue, c'est ça qui est quand même assez difficile. J'ai essayé de trouver des cohérences entre ce que je trouvais à Paris, à Foix, à Draguignan, etc. Et avec ce travail-là, ça m'a permis, selon moi, d'apporter une lecture de ce qui me semblait être la construction de la vérité à l'audience. Donc, selon moi, le président est apparu comme un expérimentateur. C'est pour ça qu'il y a un chapitre sur la justice expérimentale, parce que j'explique donc qu'il arrive à l'audience avec le dossier qui est lu, avec son idée d'ailleurs, son opinion, mais où tous les arguments vont être là, au débat contradictoire, soumis donc au questionnement des témoins, de l'accusé, etc. Et donc, il va au fur et à mesure vérifier ses hypothèses, mais il ne sera pas le seul à faire ça.
Donc il y a les membres de la Cour qui pourront poser des questions et qui poursuivront. Il y a aussi l'avocat général et les avocats qui eux-mêmes pourront soumettre toutes leurs hypothèses. Et donc les éléments qui seront retenus dans ce débat contradictoire, c'est ce que je démontre, formera une vérité graduelle, progressive, et qui forge la conviction du juge. Donc j'ai cru bon, au milieu de mon livre, de faire une comparaison avec la justice américaine. Je voudrais dire à part, si je peux me permettre, Christiane, laisser la parole à René Pagis avant de revenir à la justice américaine, parce que je pense que là, on va changer complètement de terrain, et ça fait... Voilà. D'accord. Il y a déjà beaucoup de choses à dire sur la justice française avant de faire cette comparaison qui est très intéressante. Juste une petite chose que j'ai oubliée, Manuel, c'est que voilà, j'ai saisi uniquement cette audience, donc du début jusqu'à la fin. Évidemment, je n'ai pas saisi, mais en soi ce serait un autre sujet, le délibéré, puisque je n'avais pas accès. Là en revanche, monsieur pourra nous en parler peut-être. Donc cette boîte noire dans laquelle les chercheurs n'ont pas accès. Donc c'était uniquement ce qui se passait au début, même avec la formation des jurés, jusqu'à le prononcer du verdict. Alors voilà. La parole est au procureur, si je puis me permettre. Voilà. Je l'ai été, oui. Moi, je vous remercie aussi de la confiance que vous me faites en m'invitant ici avec madame. Je voudrais saluer le travail qu'a fait madame. Parce que quand on a passé de si longues heures dans une juridiction, en audience, j'ai été, je l'ai dit, juge du siège et magistrat du parquet, on se dit qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce que vous avez fait aussi longuement. C'est vrai aussi que j'ai été un des personnages que vous avez étudiés et que j'ai trouvé d'ailleurs certains passages assez passionnants. J'ai été enquêteur, j'ai donc déposé à la cour d'assises comme enquêteur, comme directeur d'enquête. Puis ensuite, je suis devenu magistrat du siège, donc j'ai été assesseur. Et là, j'ai siégé en délibéré. Ça, c'est un petit avantage qui n'est pas anodin parce qu'il s'y passe des choses très importantes. Et ensuite, j'ai été avocat général puisque j'étais procureur de la République. Et quand un procureur de la République, dans son département, reçoit les assises, en général, lui et ses substituts prennent chacun une affaire et vont à la cour d'assises. Donc, moi, je suis venu pour vous parler donc, dans la salle des pas perdus. Alors, dans la salle des pas perdus, c'est le titre d'une des anecdotes, c'est 31 anecdotes qui se succèdent. Pourquoi avoir écrit ça, pour reprendre le questionnement du début? Très simplement parce qu'un jour, un ami avocat m'a dit, le jour où je prenais ma retraite d'ailleurs, à mon pot de départ, il m'a dit, avec la richesse de ton parcours, qui est un peu original, il faut en convenir, tu devrais écrire des souvenirs, tu devrais écrire... Alors, il a parlé de mémoire, j'ai horreur de ça, je ne ferai jamais ça, je laisse à ceux qui l'ont fait et qui ont probablement des références pour le faire, le soin d'écrire des mémoires. Moi, j'ai écrit des souvenirs ponctuels, des flashs, des moments, des situations, toutes réelles, toutes vécues, certaines probablement seulement amusantes, parce que ce sont des petites anecdotes de vie de gendarme dans les campagnes, d'autres un peu plus profondes, d'autres un peu plus dramatiques, d'autres un peu plus graves. Parfois, ça va même beaucoup plus loin, puisque j'ai eu le bien triste privilège d'être le procureur de l'affaire Agnès Marin au Chambon-sur-Lignon, au collège Sevenol, dans une affaire dramatique où un garçon a assassiné sa camarade de classe et où pendant 3 jours, le procureur, avec 100 et quelques gendarmes, 80 journalistes, une affaire, une garde à vue, un papa et une maman, etc., s'est retrouvé seul dans la nature. Et quand on dit seul, vous disiez que de Boré publie beaucoup de livres de justice. Il a publié récemment le dernier roman policier du juge Lambert. Si on peut tirer un enseignement au-delà de son livre, c'est bien sa solitude. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Je ne sais pas si cela vous a marqué au cours de vos études, mais un magistrat est seul. Plus l'affaire est grave, plus il est seul. Et ça, c'est assez dommageable parce que
c'est source d'erreur, c'est source de surmenage, c'est source de... Et puis, bref, ça laisse des traces. Ça laisse des traces et on a besoin, à un moment donné, d'évacuer tout ça. On aurait peut-être besoin, comme dans certaines professions, de pouvoir parler à quelqu'un. Bon, ça n'existe pas dans la magistrature. D'ailleurs, dans la magistrature, il faut quand même le dire, c'est pas parce que je suis à la retraite que je commence à le dire, je l'ai toujours dit dans mes réquisitoires d'entrée solennelle, quand j'étais procureur, c'est une misère absolue, une misère sans pareil, qui d'ailleurs est dramatique, parce que c'est quand même un des piliers de la démocratie, la justice, et une justice aussi misérable. Donc, j'ai pensé qu'en écrivant tout cela, je pouvais peut-être, et notamment sur cette affaire dramatique, faire ressortir des choses vécues, ressenties, et avec 3 idées. La première, je l'ai dit, c'est distraire, pourquoi pas, hein. Il faut assumer, il y a des moments épiques, hein, Depardieu en garde à vue, etc. C'est des choses qui figurent là-dedans, qui sont rigolotes. Donc, distraire, oui. Ensuite, la deuxième chose, c'est informer sans avoir l'air. Parce que les gens, moi je voulais informer le plus grand nombre. J'aimerais qu'une masse de Français se saisissent de quelques notions de justice et se sentent concernés et n'aient pas cette indifférence, cette passivité qu'ils ont devant le fait qu'on ne fait pas grand-chose pour la justice. Et c'est eux qui à l'arrivée en souffrent parce qu'elle n'est pas toujours très juste du fait qu'elle est pauvre. Et la troisième chose, c'est de montrer que sous les robes et sous les uniformes, puisqu'il y a les deux parties, eh bien il y a des cœurs, il y a de l'humanisme, et ça c'était important à mes yeux. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Non, mais voilà, c'est au-delà, des 30 et quelques scènes, si je puis me permettre. Voilà, c'est aussi un parcours. Il y a le gendarme, il y a le juge d'instruction, il y aura le procureur plus loin, le juge pour enfants, oui, aussi. Puis il y aura aussi effectivement cette affaire du Chambon-sur-Lignon qui occupe plusieurs chapitres. Et puis après, il y a un peu l'après quand même. Oui, voilà. Aussi. Mais le tout fait un tableau assez complet finalement de ce monde si particulier. Voilà. Christiane, vous voulez, avant de passer aux États-Unis. Non, ce qui est très intéressant pour le livre de monsieur, c'est justement la position qu'il a, la chance qu'il a, parce que bon, soit on est magistrat, c'est un peu le fait d'avoir eu le côté, la casquette d'enquêteur, et puis ensuite, ça a dû être assez... Ça a dû vous servir d'ailleurs après dans votre... Est-ce que c'est une marque d'instabilité? Je ne sais pas, parce que j'ai changé tous les 3 ans. Est-ce que ça fait un meilleur juge quand on a été enquêteur? Un meilleur juge d'instruction, par exemple? Ce serait présomptueux, parce que j'ai des jeunes camarades bardés de diplômes qui n'ont fait que l'école de Bordeaux, qui sont d'excellents juges d'instruction, d'autres moins, et il y a des gens intégrés comme moi qui ont des passages dans la vie active, qui font de bons magistrats et d'autres moins, et j'en ai vu qui n'en étaient pas de très 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 bons aussi. Je crois qu'il y a quand même, on peut peut-être présumer que l'expérience de vie, le vécu que l'on a ailleurs, parce que malgré tout, juger, c'est certes appliquer des textes, mais c'est aussi s'éveiller à des situations humaines, à des problèmes humains, et je crois qu'il faut avoir du recul, de la hauteur, un peu de remise en question, du doute, sans aller jusqu'à gêner la décision. Il faut prendre des décisions, on est payé pour ça, et il faut le faire, et il faut les assumer. Moi, j'ai juste une anecdote à ce sujet-là. J'ai été frappé lorsque je suis devenu juge des enfants. Je suis devenu un peu tout, sans expérience. Je suis arrivé comme ça. Et quand je suis devenu juge des enfants, j'ai été surpris de voir qu'il y avait des piles de dossiers assez épais, et avec des enquêtes sociales, des enquêtes d'éducateurs, etc. Puis on vous disait, voilà, la famille un tel, ça se passe pas bien, la maman ne sait pas bien faire, il faut lui mettre une assistance éducative, tiens, celle-là, faudra la renouveler, là, il faut placer l'enfant, ça va plus, il est en danger, etc. Moi, je ne comprenais pas que l'on puisse faire une audience et puis dire aux gens, écoutez, voilà, c'est mis en délibéré au 30 du mois prochain, et on vous écrira. Non, je ne supportais pas cette idée, je faisais une audience, une vraie, et je distribuais les jugements que je dictais, que je motivais sur le champ, et je disais aux gens, parfois même, que je leur... enlever leur enfant, que je le plaçais les yeux dans les yeux. C'est affreux, c'est des moments terribles. Mais il me semble qu'un juge, c'est ça. Ou alors, il manque quelque chose. Mais est-ce que j'ai raison? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment répondre à votre question. Oui. Donc, je voulais juste vous dire, donc dans le livre, je fais un parallèle avec la justice américaine. Alors, d'une part, c'est à partir de documentaires qui sont excellents, qui sont réalistes, donc je vous invite à les visionner.
Il y a toutes les références donc, dans la filmographie. Mais alors, donc, c'est pour deux raisons. C'est d'une part, j'ai utilisé ces documentaires pour mettre en valeur la justice française, la construction de la vérité en France, et donc la vérité en France par rapport aux États-Unis, qui n'a pas du tout la même place. Pardon, de vérité collective en France, de construction collective de la vérité, avec l'ensemble de ces acteurs que tu évoquais, pardon, je tutoie dans la vraie vie. Alors, vous voyez tout à l'heure, enfin bon, je pense que, oui, construction collective par les différentes parties, les différents acteurs. C'est ce que je démontre dans mon livre, et j'ai voulu donc montrer comment aux États-Unis, puisque c'est les deux systèmes que l'on oppose, la civil law et la common law, et donc au travers de la common law, comment plus l'affrontement, c'est ça que j'ai voulu démontrer, plutôt l'affrontement entre les deux parties, donc entre le procureur et l'avocat de la défense et le juge en retrait. Et cette comparaison, donc c'est d'une part pour mettre en avant notre système, et c'est aussi pour le défendre, parce que je trouve que nous avons un bon système juridique français, judiciaire, et parfois certains avocats préféreraient, je sais, le système accusatoire avec un juge plus en retrait, etc. Donc c'était pour montrer aussi comment notre justice peut bien fonctionner quand cette justice collective, cette recherche de la vérité est collective et partagée par tous les acteurs. Alors ça ne veut pas dire, parfois on a pu me dire que dans mon livre, c'est une vision un petit peu idéalisée. Non, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu observer, je peux dire que dans 90% des cas, j'ai fait une quarantaine de procès aussi, je n'ai pas fait, j'aurais pu en faire aussi plus, mais je peux dire qu'à peu près à 90%, c'est ce que j'ai observé, ce que je décris. Et c'est ce qu'il faudrait tendre, je pense, quand les acteurs sont bons dans une cour d'assises, je pense qu'on peut tendre vers cette construction restaurative et très, à mon avis, très favorable de la justice pour toutes les parties. Voilà. Vous avez la sensation que notre système fonctionne bien ? Un mot sur ce point précis. Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais il y a parfois des moments où ces instants que vous venez de décrire sont moins idylliques. J'ai décrit dans mon livre des scènes où les égos prennent le dessus, et j'ai appelé ça, je crois, la comédie de l'audience, etc. C'est vrai qu'il y a parfois des excès d'effets de manche, mais des deux côtés, aussi bien du côté avocat que des côtés magistrats, notamment du parquet. Chacun ne s'arc-boutant, ne cédant pas un centimètre. Mais est-ce que là, la vérité y gagne vraiment, ou est-ce que ce sont les personnalités qui... Alors ça, c'est un débat, c'est une question que je pose, c'est tout. Mais il m'a semblé que par moment, moi-même, je décris une scène où je fais presque un mea culpa, où je me heurte violemment avec un avocat. Il faut dire que la mise en cause qu'il avait faite de mon intégrité, et puis il avait touché un peu mon orgueil, puisqu'il avait dit que je prenais mes ordres chez le préfet, et un procureur digne de la République, digne de ce nom, n'accepte pas ce genre d'accusation. Donc j'avais fait un violent incident. Mais le violent incident, à l'arrivée, quand on y réfléchit avec du recul et de la hauteur, il est au détriment du justiciable qui, lui, n'est pas là pour vivre ces choses-là. Voilà, donc c'est un petit peu les limites, hein, mais c'est très vrai quand même. C'est vrai qu'il y a là une richesse incroyable. Non, si tu voulais continuer sur le mode... Parce que c'est une partie importante du livre, et surtout c'est une partie importante parce que c'est 40 procès d'assises, hein, c'est pas 40 uniquement visites du tribunal, hein, c'est 40 procès d'assises avec des longueurs plus ou moins variées. Et dans des lieux, ce qui m'intéressait, c'est la dissémination, c'est-à-dire que c'est pas une cour d'assises à Bobigny ou Paris avec toujours le même type de contentieux. En revanche, j'ai oublié de préciser, ce sont des procès de droit commun, puisque là en ce moment on travaille sur les procès de terrorisme. Donc c'est vraiment des procès de droit commun qui sont représentatifs de la criminalité, ce que je disais au début, c'est-à-dire à 60% on a quand même des affaires de mœurs, hein, d'inceste, de viol, mais il y a quand même beaucoup d'homicides, il y a énormément des homicides, des assassinats, mais c'est dans les homicides, des affaires de mœurs, des empoisonnements, il y a un peu toutes les catégories, ça c'est décrit en introduction, et donc ce sont des affaires pour la plupart qui durent en moyenne entre 2 et 3 jours, et ce sont donc la moyenne des affaires françaises. Si je peux me permettre d'ajouter, dans votre démonstration, c'est vrai qu'il y a cette dualité entre l'accusation et la défense, mais il y a un troisième personnage, et vous l'expliquez très bien d'ailleurs dans votre livre.
qui entre en scène dans les années 80-90, c'est la victime. Or, vous avez tous regardé la télévision hier ou aujourd'hui, je ne sais pas, mais dans le tribunal où j'étais procureur, en dernier lieu, le Puy-en-Velay, il y a l'affaire Fiona qui se juge actuellement. Eh bien, c'est la victime qui joue le premier rôle actuellement, c'est-à-dire qui fait basculer le procès. C'est un avocat parisien qui représente la partie civile qui se bat parce qu'effectivement, là, il est en plein dans votre recherche de vérité, quoi. Elle va jusqu'aux limites de... On dirait, en parlant de façon triviale, elle va à la corne, quoi, parce qu'elle a provoqué un incident d'ailleurs, ou alors les autres avocats ont considéré qu'ils devaient faire un incident pour s'en défendre, mais là la victime joue un grand rôle. C'est vrai qu'au début, je vous en ai pas parlé, mais je fais une présentation de tous les acteurs, évidemment, puisque je parle de la cour d'assises, et je voulais en parler à des gens qui ne connaissent rien à la cour d'assises, ou des jurés éventuels qui se disent, bon, on est appelé à siéger. Et donc, évidemment, dans les acteurs, il y a la partie civile, ce que j'explique plus longuement dans mon livre. Ça date des années, j'ai fait des recherches un petit peu là-dessus, donc ça date des années 80. Elle s'est introduite on peut dire, dans l'espace pénal, dans le prétoire. Parce qu'au départ, de toute façon, un procès pénal, c'est l'accusation qui poursuit un accusé. Et dans les salles, on avait vu d'ailleurs avec Étienne Madrange, on avait étudié certaines salles où il n'y avait pas de place pour la partie civile. Et elle se trouvait le plus souvent au premier rang des anciennes salles. Et ce sont les nouveaux, c'est intéressant de voir tous les réaménagements de palais de justice dans les années 90 et 2000, où là, elles ont vraiment, les associations et les parties civiles ont revendiqué une place dans le prétoire. Mais elles n'étaient pas, alors ça dépend de certains tribunaux, mais elles étaient soit tout à fait devant, soit, donc là, il y a eu une évolution aussi avec les bancs, puisqu'elles voulaient absolument il y a eu des revendications, soit face à l'accusé. Après, dans les années 2000, elle trouvait que le regard de l'accusé était insupportable, donc elle voulait être face à la cour. Donc il y a eu pour les dernières salles, notamment la deuxième salle au tribunal au TGI de Bobigny, c'est la salle du haut, c'est la salle en... Elle est donc là, on voit, ça c'est peut-être la salle qui est la plus marquante au niveau de la présence des parties civiles, parce qu'il n'y a pas d'espace au niveau d'espace fermé entre les différentes parties, et puis le plus grand nombre de bancs que je n'ai jamais vu dans une salle d'assises. Donc, alors effectivement, il y a et parfois on trouve même étonnant, lorsqu'on suit un procès où il n'y a pas de partie civile, mais bon, un procès peut très bien, il faut expliquer aux gens dans la salle qu'un procès peut se dérouler sans partie civile, parce que ça fait partie vraiment, alors que c'est quand même, quand je dis c'est récent, alors certains me reprennent, la cour d'assises a plus de 200 ans, donc ça date, oui, des années à peu près 80, l'émergence vraiment de la partie civile. On m'avait dit, j'avais interrogé les magistrats, on m'avait dit que c'était elles étaient apparues notamment avec le procès du sang contaminé, qui est un procès correctionnel, mais que ça commençait, c'est un peu la date, le tournant, ce que j'avais essayé de comprendre. Et ensuite, comme dit monsieur, ça prend... Le procès est fait désormais, quasiment, on explique à la partie civile qu'on est obligé d'interroger l'accusé, mais qu'elles auront la parole après. Donc il y a aussi une prise en cause dans la circulation de la parole et dans le débat de cette partie civile. Il est rare de ne pas les voir s'exprimer. Tout ça, ça fait partie du débat, les prises en compte. Je crois que ce qu'il faut souligner, je crois que ça... Enfin, moi, j'ai essayé de le montrer dans mon livre, à tous les moments d'ailleurs, des premiers gestes de l'enquêteur que j'étais au tout début, dans les années 72, jusqu'à 2014, quand j'étais procureur de la République et que j'ai cessé mes activités. C'est avant tout un métier humain. Il y a des piles et des piles de dossiers qui sont sous la poussière, mais en réalité, il y a des hommes et des femmes, et des hommes et des femmes dans les dossiers, et des hommes et des femmes autour des dossiers, des avocats, des magistrats, des greffiers, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être reconsidéré, mis en exergue, cette façon de pouvoir... Moi, voyez-vous, ce qui me fait peur, c'est lorsque je vois arriver le jugement informatique. Vous voyez, on commence à nous proposer des jugements types avec l'informatique. Voilà, on a d'excellents collègues qui vont passer du Moyen-Âge, parce qu'on est au Moyen-Âge, ils vont passer du Moyen-Âge à
à un avenir trop avancé. Et moi, il me semble qu'il faut laisser cette place. Je garderai toute ma vie le souvenir, je le raconte dans mon livre, de ce que m'a dit un garçon qui s'appelait malheureusement, parce qu'il est décédé, Bernard Borel, qu'on a connu sous le nom du juge Borel, assassiné, il n'y a pas d'autre mot, à Djibouti. La justice pénale a, semble-t-il, à peu près récupéré la vérité, mais malheureusement, on ne lui a pas redonné sa dignité. Ce garçon a fait de moi un magistrat, puisque j'étais lieutenant de gendarmerie à Privas, dans l'Ardèche, et un jour, il m'a invité à boire l'apéritif chez lui, avec son épouse, et il m'a dit, voilà, il me semble que tu es fait pour devenir magistrat. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je n'avais pas mon bac, moi. Je suis devenu... C'est un parcours un peu bizarre. C'est la gendarmerie qui m'a ramené à l'école, qui m'a ramené sur les bancs de la faculté, où j'ai pu quand même passer un DUG, une licence, etc. Et puis pouvoir avoir les diplômes requis pour devenir magistrat. Mais au départ, je ne comprenais pas. Je trouvais que c'était déjà bien ce que je faisais. Il m'a dit, mais non, mais le métier de magistrat, c'est un métier où il faut avoir des gens qui ont une considération humaniste de toutes les situations. Et moi, j'ai compris que l'aspect excessif de cette considération-là, c'est-à-dire trop humain, pas assez dur, pas assez répressif. Et je l'ai interrogé, il m'a dit non. Il m'a dit l'équilibre entre les deux, mais toujours cette partie humaine. Et moi, j'ai essayé de montrer ça. Je trouve que c'est très important. C'est très important. Il ne peut pas y avoir de froideur mécanique, il ne peut pas y avoir de règles autre que celle de la considération de l'homme ou de la femme qu'on juge et des conséquences de la décision qu'on va prendre sur sa vie. C'est quelque chose, à mon avis, de fondamental. Ça, je voulais vous le dire. Oui, non, je ne vais pas être trop négatif. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, mais c'est vrai que pour cela, il faut du temps. C'est pour ça que, bon, je vous parle des assises. C'est vrai qu'il n'y a que 3... Souvent, on me dit, oui, tu travailles sur les assises, il y a 3000... 3000 procès d'assises voilà. et quelques centaines de milliers d'affaires à côté. Voilà, donc bon, faut encore plus maltraité. Mais c'est vrai ce que dit monsieur, donc je suis tout à fait d'accord, mais pour cela il faut du temps. Je crois que les assises en France laissent encore ce temps, justement. Jusqu'à quand, je ne sais pas, parce que pour tout dire, c'est quand même menacé. On a eu un colloque le 28 juin à l'École nationale de la magistrature, à la suite d'une recherche qu'on avait menée en Suisse et en Belgique, où là, les procédures aussi sont beaucoup plus... on a, si vous voulez, en Europe, il y a quand même un mouvement de management, disons, de rapidité. Et donc là, si vous voulez, on a 2 jours minimum pour un procès aux assises. Certains trouvent que c'est trop long et qu'on pourrait réduire. Si l'accusé reconnaît, on pourrait passer directement à la peine, au prononcé de la peine. Et là, on perdrait toute la richesse de cette humanité, de cette oralité des débats. Donc voilà, on se bat aussi pour ça, mais jusqu'à quand? Parce que c'est une question de budget quand même aussi, mais on est quand même là, parce qu'à la chancellerie, il y a quand même... Donc en France, pour l'instant, il n'y a rien, mais il y a eu quand même il y a eu des rapports, il y a des réflexions. On compare avec ce qui se fait en Belgique, et je pourrais vous en parler en Suisse, ça fait peur. Enfin, en tout cas, c'est pas la même justice. C'est de la justice, mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, nous, c'est ce qu'on avait conclu. Il faut savoir à quoi sert l'audience et ce qu'on veut de cette audience. Est-ce qu'on veut une restauration de l'humain? Alors, on nous dit que ce n'est pas fait pour ça non plus, le procès. D'accord, mais bon, quand on voit ce qui peut se jouer au cours d'une audience avec ce qui s'est dit, avec ce qui se dit, ce qui s'entend aussi, parce que la partie civile maintenant est présente, et ce que ça peut apporter d'un côté et de l'autre, et ça peut aussi participer d'une réinsertion et d'une réhabilitation, puisque c'est quand même ça le problème. Après, qu'est-ce qu'on fait de l'accusé? Et pour la société, c'est aussi important d'avoir donc cette qualité, à mon avis, d'échange et de débat. Il y a le rôle des médias qui se sont emparés d'une façon, progressivement. Ils ont désigné des journalistes spécialistes. J'en ai rencontré un ce matin, la télévision. Il y a des gens qu'on appelle, ils sont spécialisés police-justice. Voilà. Et ce sont des gens qui travaillent sur des dossiers. Et je pensais en vous écoutant, madame, la cour d'assises, en fin de compte, elle n'a fait que croître en durée et en temps. Parce que d'abord, on est passé effectivement, c'était un jour avant. Moi, j'ai connu un jour. Oui, et puis 2, puis 3, et puis 4, et puis après, un appel. Donc, c'est 2 procès. Bien sûr. Alors, c'est un temps fou. Et c'est vrai qu'au moment où il y a une masse
d'affaires qui demandent donc une gestion, qui demandent des moyens, c'est certain, mais pas que des moyens, qui demandent une réflexion. Moi, je suis pour des grandes... Alors, on va employer le mot assise, ça va bien à la justice, mais des grandes assises de la justice, ou des états généraux, on fait ce qu'on voudra, mais où ça partirait du fin fond de mon Cantal, à moi, là-bas, ou de ma Haute-Loire, non pas à la chancellerie, parce que c'est pas la chancellerie qui se fait la justice, mais jusqu'à haut niveau d'une instance, je sais pas moi, collégiale, qui coordonnerait, et puis réfléchir quel contentieux, ou pas faire des réformes de carte judiciaire comme on en a vu une fois, à toute allure, et puis qui s'arrête au milieu, et puis finalement on prend une décision, on la notifie à quelques copains, et puis hop, ça y est, on a fait une réforme. C'est pas ça du tout. Il faut savoir à quel endroit on va recevoir les gens, et puis comment les recevoir. Quand on divorce et qu'on est convoqué à 8h du matin ou à 8h30 et qu'on passe à 13h15, si c'est pas renvoyé, c'est scandaleux. En Allemagne, on est reçu dans le quart d'heure à peu près, on a un café. Je le sais parce que j'ai un ami qui m'a raconté. Donc c'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une question de moyens, ça veut dire aussi qu'il y a une question de remise en question des acteurs de la justice. On a besoin, nous magistrats, de se remettre en question. Or, on est un peu arc-boutés sur nos certitudes, dans notre tour d'ivoire, et on n'a pas trop envie de communiquer, ni trop envie de changer notre vie. On pense que c'est bien, et puis que tous ceux qui en parlent salissent un peu le côté sacré. Non, je crois qu'il faut, sans désacraliser totalement, je crois qu'il faut dépoussiérer, et réorganiser, reconsidérer. Et ça répondra, je pense, à la question que vous posez. Mais est-ce que c'est une surprise de dire que c'est une question d'équilibre en matière de justice, hein? Sur cette réflexion bien balancée, mes amis, si vous avez des questions. Oui, j'ai une question. En tant que citoyen, j'ai vraiment peur de la justice. Il ne faut pas. Et vous faire réagir, oui, justement, en tant que juge d'instruction, il le faut. Juge d'instruction, il y avait une réforme qui avait été proposée, je crois, par M. Sarkozy, c'était de mettre 3 juges d'instruction, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, de temps en temps, c'est pas que vous avez peur, mais vous vous sentez bien seul face à votre dossier. Et c'est ça parce qu'il y a la vie de quelqu'un, sa vie future, il y a tellement eu d'erreurs de justice qu'en tant que, et encore une fois récemment, M. Fillon, pour ne citer que lui, il y a eu des politiques qui se sont mis dans la justice, et on se dit, mais pauvres citoyens, si un jour on a affaire à la justice en tant que simple citoyen, on a peur, enfin moi personnellement j'ai peur d'être broyé par cette justice entre l'avocat qui va faire des grands effets de gestes et puis le procureur qui défend bien entendu la société. On se dit, on est pris entre deux feux, sans être le système américain. Voilà. Puis-je me permettre de vous demander de compléter votre question? Est-ce que votre peur va jusqu'à la remise en question de l'intégrité et de l'honnêteté des magistrats, comme ça a été fait publiquement dans les anecdotes que vous avez relatées? Alors, je ne dirais pas l'honnêteté, non, parce que ce n'est pas l'honnêteté qui est en jeu, mais je pense que de temps en temps, pour de jeunes juges d'instruction, il y a parfois un peu d'incompétence. Et quand on est dans une société, comme je l'étais précédemment, quand on est incompétent, on est viré. On est viré, voilà. Et alors que la justice, les juges sont comme vous l'avez dit très justement, ce sont des êtres humains, ils peuvent se tromper. Vous êtes monsieur, là, dans cette excellente question, le reflet de notre tribunal. C'est-à-dire, vous commentez, en quelque sorte, vous mettez en exergue une autre forme de jugement. C'est le jugement des juges par l'opinion publique, alimenté par ceux qui ont à craindre de la justice parce que, bien évidemment, ils sont innocents, ceux-là, ils ont une voix qui porte, et ils sont innocents, ils le disent très fort. Ils vont très loin. Lorsque j'ai entendu, et je vous donne ma parole d'honneur, que mon propos n'a rien de politique, mais absolument rien de politique partisane, mais lorsque j'entends un candidat à la présidentielle dire « j'ai été convoqué pour être mis en examen sans qu'on ait lu mon dossier », j'ai entendu ça de mes oreilles, moi, ça se passait à la porte de Versailles, je crois, hein. Là, croyez-moi, monsieur, il ne faut pas avoir peur de cette justice-là. Il n'existe pas, monsieur de juge, qui mette quelqu'un en examen sans lire un dossier.
J'en ai côtoyé des dizaines, des centaines. Je puis vous assurer que si j'ai trouvé une corporation, et j'ai passé quelques corporations dans ma vie, je n'ai jamais vu un juge malhonnête dire « mais celui-là, je vais me le faire, celui-là, je vais lui casser sa carrière, celui-là, je vais le descendre ». Ça n'existe pas, monsieur. Si vous saviez la jalousie qu'ont les juges de leurs prérogatives, de leur indépendance, lorsqu'ils ont un dossier, ils ont des faits décrits, ils ont des textes. Est-ce que les faits et les textes peuvent être mis en harmonie? Si oui, on est mis en examen, sinon on n'est pas mis en examen. On vous parle de présomption d'innocence, monsieur. Bien sûr qu'il y a la présomption d'innocence, et il faut qu'il y ait. Mais il n'y a pas la présomption de culpabilité pour tout le monde. Elle n'y est pas pour vous, j'imagine. Personne ne vous a mis en examen, donc il n'y a pas de... Alors que quelqu'un pour qui il y a des charges, c'est-à-dire des faits qui tombent sous le coup de la loi, il est mis en examen. C'est plus une présomption d'innocence, c'est une présomption de culpabilité. Donc, je vous en supplie, ne cédez pas à l'écoute des sirènes qui disent que les juges sont des espèces de congrégations partisanes. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. En 48 heures, je crois, top chrono. La justice, comme vous l'avez dit, est parfois un peu lente, ou si vous l'avez pas dit, je le dis. La justice est parfois lente, et on le voit de temps en temps. Là, en 48 heures, top chrono, il y a eu une... Mes amis, on ne va pas refaire cette affaire précise, donc je veux bien qu'il y ait... Voilà. Il y a un besoin, sans doute, d'éducation des Français à la justice. Tout à fait, voilà, il est là, le véritable problème est là. Je pense que, il y a de la désinformation. Il y a de la désinformation, puis il y a un manque au niveau du citoyen, il ne sait pas finalement comment il y a des fantasmes, il y a des peurs. Voilà. Et donc, du coup, cette peur d'être broyé... Clôturons le dossier particulier que nous avons ouvert, mais imaginons qu'ils aient attendu pas 48 heures, mais 3 semaines, et puis qu'il l'ait mis en examen entre les 2 tours. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte, ça n'aurait pas été pire? Alors que là, ils l'ont fait tant que son parti pouvait prendre une décision. Donc, tout est possible, tout est bon. Mais, voilà. Vous savez, c'est rien du tout dans la justice. C'est rien. Les dossiers politiques occupent l'opinion publique, mais ils ne sont rien. C'est la masse des gens qui attendent le jugement parce que on leur doit de l'argent, parce que on a bâti une maison qui est tordue et qu'elle va se démolir sur eux, parce que ces gens-là attendent. Et ces gens-là n'ont pas toujours les moyens, avec l'aide juridictionnelle notamment, et c'est c'est pour cela qu'il faut travailler. Le reste, c'est du cinéma. Moi, franchement, des affaires politiques, j'en ai jamais eu à ce niveau-là. J'ai eu 2 ou 3 affaires sensibles où j'ai senti qu'on attendait que je prenne une décision vite, parce que une fois ça touchait des médicaments, je le raconte d'ailleurs dans mon livre. Bon, mais j'ai fait mon boulot, point. J'avais une autopsie à faire, j'avais des analyses à faire, je me suis bouché les oreilles, j'ai répondu des banalités aux journalistes, j'ai attendu, quand j'ai eu les résultats, j'ai fait un communiqué de presse, comme a fait le procureur de je ne sais plus trop où. Il faut de temps en temps se dire qu'il n'y a pas... dans ce métier-là, quand même, il y a une éthique. Et puis surtout, il y a une indépendance incroyable. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Les gens sont indépendants. Ça, c'est vraiment... mais c'est rassurant. Mais c'est rassurant. Mes amis, pour sortir de ce cas particulier, donc, et après ces très bons propos, Monsieur Madrange, Maître Madrange, après avoir été Monsieur l'avocat général. Mon cher confrère, on va rassurer notre premier intervenant pour vous dire que s'il a les soucis qu'il craint, il y a d'excellents qui sauront défendre ses intérêts. Non, le barreau est là. Et qui prennent l'engagement, n'est-ce pas, cher confrère, qu'ils ne sont rien broyés. Ce qui est intéressant dans... Des grands événements, je ne mets pas cher, vous allez voir. Ce qui est intéressant dans le débat organisé ce jour par le Musée de l'Ordre et par Emmanuel Pierrat, c'est qu'on a d'un côté l'œil d'un acteur judiciaire, un acteur du quotidien qui a connu toutes les strates, et puis l'œil du chercheur ou de la chercheure. On a vraiment cet œil très différent. Alors c'est intéressant parce qu'au quotidien, effectivement, l'auteur nous fait part de cette solitude, qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, parce que le parquet c'est une équipe, et moi qui ai été magistrat plus de 40 ans, j'ai plutôt vécu un travail d'équipe que la solitude, même si parfois, au niveau de certaines décisions, effectivement, on se sent bien seul. Et concernant le travail magnifique de recherche de Mme Besnier, la cour d'assises, effectivement, est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que c'est homogène en termes de procédure, la procédure est la même partout en France, mais c'est terriblement hétérogène dans la pratique. Pourquoi hétérogène? Les lieux sont hétérogènes. Dans certaines cours d'assises, vous avez les jurés avec le président,
Et dans certaines cours d'assises, comme à Pau, grande cour d'assises, les jurés sont séparés, comme en Amérique. Ouais. Ce qui fait qu'il faut aller porter les photos, les albums, etc. Et que ça rompt cette harmonie du jury. Dans certaines cours d'assises, on l'a dit, Christian a très bien dit tout à l'heure, les parties civiles sont effectivement face à l'accusé qui va avoir un regard narquois à leur égard et les dévisager, ce qu'elle ne supporte pas, puis dans d'autres cas, on va les prendre mieux en compte. Les cours d'assises sont extrêmement hétérogènes par leurs décisions. On n'a pas le même résultat que Brest et Marseille. Très hétérogènes dans leur motivation. Vous savez que maintenant, on est obligé de motiver les décisions d'assises. Il y avait, il y a 10 ans, 3400 procès d'assises. L'année dernière, en 2016, il y en a eu 2700, dont, en première instance, 140 acquittements, et en deuxième instance, on appelle 40 acquittements. On a fait des statistiques sur les motivations. Dans 53% des cas, ces motivations sont le recensement des charges. On ne s'embête pas, on montre les charges, on les recense. Dans quelques cas, ce sont des motivations péremptoires, du style « ouais, bon, allez, il est coupable, on est péremptoire ». Dans 13% des cas, ce sont des motivations de synthèse, où on synthétise absolument tout. Et dans 11% des cas, c'est narratif, c'est-à-dire qu'on raconte un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc c'est très hétérogène. Autrement dit, on a toujours les mêmes présidents, qui sont toujours des magistrats de cour d'appel, qui sont toujours en rouge, qui président, mais on a des résultats terriblement différents. La géographie est différente, la façon de délibérer est différente, l'autorité est différente. Voilà. Quant aux juges d'instruction, je vous rassure, monsieur, la loi prévoit que les juges d'instruction agissent en collégialité. Oui, ça, c'est le principe. Mais d'année en année, vu le manque de magistrats, le législateur fait en sorte qu'on puisse y échapper. Toutefois, dans les grandes affaires, il y a toujours plusieurs juges d'instruction, mais avec cet inconvénient qu'on a vu dans telle grande affaire récemment, où parfois l'un des deux juges d'instruction ne signe pas l'ordonnance de renvoi, puisqu'il suffit de l'un d'eux, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Ce sont des affaires dont tout le monde parle et que vous voyez à la télévision. Voilà, donc, on vous rassure, il y a bien une collégialité de juges d'instruction. Oui, elle a été mise en place. 2, la cour d'assises est un vrai sujet d'étude, mais très hétérogène, effectivement, d'où le travail remarquable qui a été fait, que nous a exposé ce soir. Et enfin, il est intéressant que parfois l'acteur judiciaire, qui a connu la salle des pas perdus, qui a connu le secret de son cabinet, qui a connu les affres de la cour d'assises face à de grands ténors, vienne nous rapporter son expérience. Voilà. C'est très bien résumé, monsieur. L'excellent Étienne Madrange, qui fait maintenant partie des collections permanentes du musée. Je l'ai croisé quand il y travaillait. Très bien. Mes amis, d'autres questions? Vous pensez que vous êtes aussi épuisé que le débat? Pascal Valence, mon confrère. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé du jury populaire, mais on allait y venir. Est-ce que certains jurys peuvent influencer certains magistrats? Non, la question est bien posée. C'est justement la question facile, c'est est-ce que le président peut influencer les jurés? Non, là, c'est là. Est-ce que les jurys... Est-ce que le président délibéré, les magistrats peuvent influencer le jury populaire? Ah bah c'est connu. L'inverse. C'est-à-dire, on pense plutôt, enfin, on pense plutôt que c'est... Oui, voilà, mais bon, j'ai quand même parlé avec pas mal de présidents de cour d'assises, donc c'est vrai qu'on pense souvent que c'est le président qui influence. Alors ce que j'ai su, c'est que les assesseurs aussi peuvent influencer et ils peuvent ne pas être d'accord entre eux, ce qui peut aussi mettre un petit peu de... Et aussi, souvent les présidents m'ont dit, donc c'est dans mon livre, donc je décris un peu les manières les différents délibérés, puisque c'est une formation quand même à l'ENM, alors chacun est libre de faire comme il veut, mais il y a quand même des pratiques qui se dégagent. Mais si vous voulez, les présidents, pour certains, craignent qu'un des jurés soit leader. Oui, bien sûr. C'est souvent ce qui se passe, parce qu'eux sont plutôt en retrait. Alors bon, j'y suis pas pour voir, puis certains doivent aussi influencer, c'est pas... Mais le plus souvent, de toute façon, ils prennent la parole souvent en dernier, ils laissent la parole à tout le monde, mais c'est souvent cette crainte, ils sont face à cette crainte, alors qu'à l'extérieur, les avocats ne voient que le président qui va influencer. Alors que moi, beaucoup de présidents m'ont dit, moi, la difficulté, c'est déjà de faire que tout le monde parle, et parfois je ne m'entends pas avec mes assesseurs, donc il y a des conflits avec les assesseurs, et que ce soit un des jurés. Donc maintenant il n'y en a plus que 6 en première instance, puisque ça a été réduit, et 9 en appel, mais quand il y en avait 9 et 12, ça pouvait souvent se... Moi j'ai été très perplexe. Un de mes amis qui s'appelle Éric Vigne, qui est directeur du département Essai de chez Gallimard,
comme un vrai intellectuel, Une relation intéressante. il s'est retrouvé juré aux assises et a produit un article qui m'a laissé plus que songeur après cette expérience de juré, où il raconte qu'il arrive comme intellectuel de gauche, affiché, revendiqué, entre guillemets, comme juré d'assises, et il pense que, bon, voilà, il y a des morphologies ou des sociotypes plutôt qui arrivent dans le jury, notamment à Paris. Et des groupes voilà. Et il raconte très bien comment d'un seul coup, il y a ce crée où d'un moment, on identifie assez bien parmi les jurés qui ont été tirés au sort, ceux qui sont, on va dire, conservateurs de droite, pour faire simple, et puis les quelques intellectuels de gauche comme lui. Il y a un peu cette espèce de chose. Il dit, c'est pas si caricatural, mais à un moment, il y a deux groupes à l'intérieur du et ils ont plusieurs affaires, parce qu'ils seront tirés au sort et puis etc. Mais il y a une affaire, notamment, où, à leur grand désarroi, il n'y a pas d'excuses, entre guillemets, de circonstances liées à l'enfance de l'accusé. Il n'y a rien, il n'y a pas d'univers social à la Zola, il y a juste le meurtre. Et là, il dit, je vois mes camarades intellectuels tous désemparés. Il dit, je vois en revanche que le président est plutôt modéré. Et plutôt ne pousse pas, justement, il dit, écoutez, c'est pas parce qu'il n'a pas eu une enfance abominable qu'on ne doit pas néanmoins réfléchir, mesurer la peine, et tatati, et tatata. Et il dit, à ma grande surprise, je vois tous les jurés de droite, parce qu'il appelle les jurés de droite, vu par lui, qui ont tendance à suivre l'ordre, se ranger peu à peu à l'avis du président, et qui était parti quasiment pour établir la peine de mort en début d'audience, en début de session, arriver à se caler sur la peine très modérée que le président préconise, entre guillemets, ou arrive etc. Et il dit, je vois en revanche, à mon grand effarement, que les jurés de gauche, qui eux contestent l'autorité du président, parce qu'ils se veulent de gauche, et qu'ils ne se veulent pas, etc., d'un seul coup sont prêts à monter, et on se retrouve avec finalement, donc, ceux qui étaient partis pour être qui se croyaient les plus laxistes deviennent les plus répressifs, et ceux qui se voulaient les plus répressifs, finalement, deviennent les plus humains. Donc voilà, c'est un excellent article je l'ai souvent entendu de la part de présidents qui doivent tout faire pour baisser au niveau de la peine, d'autant que dans la session, plus on avance, puisque il y a des sessions de 2 semaines ou de 3 semaines, puis les gens s'endurcissent. Alors s'endurcissent, et puis il y a toujours dans une session un ou deux jurés qui, on ne sait pas pourquoi, ils font toute la session, parce que vous n'êtes pas obligé d'être tiré au sort, il y a quand même... Mais il y en a souvent un ou deux, et ces deux-là, qui font toute la session, prennent une certaine assurance, et à la fin, souvent, ils nous disent, il est temps que ça s'arrête, parce que sinon, et au niveau des peines, ils sont souvent dans le freinage des peines, c'est souvent ça. Oui. Alors, moi, ce que j'ai vécu un certain nombre de cours d'assises, soit comme assesseur, soit comme avocat général. Donc, comme assesseur, j'ai vécu les délibérés. Et au cours de ces délibérés, ce que j'ai remarqué, c'est certes l'existence de gens qui intellectualisent un peu, qui ne cachent pas une certaine façon de voir les choses, mais surtout, ce qui est marquant, et je crois qu'il y a des études qui ont été faites, c'est ces jurés ruraux, où vraiment... si vous avez, si vous tombez entre les mains d'un jury comme ça, vous prenez le maximum, quoi. Oui. Il y a des gens, si vous voulez, mais qui au contraire n'intellectualisent pas du tout. Ils ont tué, basta, ça va. Et par contre, une dernière petite remarque, ce que j'ai remarqué aussi, c'est des gens très réticents à devenir jurés, qui vous téléphonent, si vous connaissent, tu peux pas me donner un conseil, je peux pas y aller, moi j'ai mon magasin, j'ai mon cabinet, et à qui je dis toujours, vas-y, il faut y aller, c'est l'expérience de ta vie, tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel, et tu verras ce que tu me diras après. Et chaque fois, il me rappelle en me disant, t'avais raison, je me suis démerdé, j'ai réussi à caser mes affaires, et j'ai vécu quelque chose de formidable. Et ça les change profondément. Parce que, vous savez, à l'apéro de 17h, la justice, on la fait bien, surtout au 3e Ricard. Ils ont qu'à me les amener, moi je vais m'en occuper. Vous savez, c'est ça, l'opinion publique très très basique, celle qui est encouragée par certaines séries, certaines chaînes de télé, ou qui n'encouragent pas trop à réfléchir. Mais les gens, quand ils rentrent dans le vif du sujet, quand ils entendent la vie de la personne, quand ils entendent les experts, quand ils entendent les témoins,
ça les amène à réfléchir, à voir les choses tout à fait autrement. Alors, ils peuvent devenir sévères, peu importe, mais ils se construisent quelque chose. Et ça, dites-le autour de vous. Dites-le que vous avez entendu quelqu'un vous dire qu'il fallait conseiller à tous vos amis d'aller en cour d'assises s'ils sont tirés comme jurés. Parce que c'est une expérience exceptionnelle. Et si vous l'êtes, allez-y. Non, mais tous les avocats ici en sont convaincus. Hein. On est tous convaincus. Moi, on a tous conseillé à nos amis tirés au sort, qui évidemment nous appellent, enfin tirés au sort choisis plutôt, d'y aller, évidemment. Il y a eu un reportage récent qui s'appelle Juré, justement, de délibéré. Et c'est très intéressant de voir justement des gens néophytes du droit qui, quand ils tirent les conséquences, voir le président expliquer quelle est la conséquence juridique, la circonstance atténuante ou pas, etc. Et comme quoi il y a une construction. Ça je trouve que c'était assez important. On voit ça aussi dans le film L'Hermine. Oui, exactement. Et où le président est assez exceptionnel, certes. Non, on est d'accord, mais ça se voit aussi dans des jurys, alors là pour le coup urbain. Et malheureusement, une fois de temps en temps, une des premières longues affaires d'assises que j'ai plaidées, c'était 3 semaines à Périgueux. Les gendarmes sont venus me voir en me disant « Bon courage, maître, il y en a 2 qu'on a dû aller chercher qui n'ont pas l'électricité. » Donc là, c'était... Vous allez avoir beaucoup de mal à rentrer dans des explications un peu fines sur certaines... voilà. Et vous les avez pas récusés? Si, j'ai tenté de les récuser. Le problème, c'est que vous le savez, le nombre de récusations est quand même très limité. Et donc, voilà. Et en plus, il y a ce jeu quand même au bout d'un moment. Quand on a commencé à récuser la première fois, où après tout le reste des jurés qui attendent, des potentiels jurés, savent comment ça fonctionne. Et là, vous avez d'un seul coup le type qui veut absolument se faire récuser, qui lui, il n'a qu'une envie, c'est de retourner à son magasin, et commence à traîner la patte au moment où son nom est tiré au sort, et avance lentement. Et à chaque fois, je me dis, si je ne le récuse pas, il va m'en vouloir pendant 10 jours d'avoir été là. Et puis en revanche, la jeune fille qui se dit que ça, c'est l'affaire de sa vie, et qui ça va le changer, et qui se met à galoper comme une gazelle pour bondir jusqu'à son siège. Voilà. Donc évidemment, mais les récusations, ça va toujours trop vite. Ça rentre un petit peu, ces récusations, dans ce que j'ai intitulé dans la comédie de l'audience. Il y a quand même un jeu. Oui, il y a un jeu. On se dit, l'avocat général se dit je vais éviter les jeunes mamans pour une affaire. Enfin bon. Le droit de récusation du parquet, alors je peux en parler, j'ai fait 20 ans d'assises, sert essentiellement à rendre des services à des gens, le chirurgien, aussi, oui. etc. Enfin, moi, je mets marcher. Il n'a pas pu se faire excuser avant, donc il prévient avant. Et c'est vrai que moi, je pense que la bonne moitié de mes droits de récusation pendant une vingtaine d'années a été effectivement pour permettre à l'institut d'organiser ça. Du côté de la défense, c'est la tête du client. Il faut bien être scrupulaire, vraiment. Et pour ce qui restait, il est bien évident que côté parquet, on a tendance à récuser, les personnes âgées, c'est-à-dire les gens qui nous ressemblent, chers collègues. Et les personnes âgées, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu sociologiquement, anthropologiquement, que à partir d'un certain âge, quelqu'un qui est dans la sagesse se dira on a été jeune, on a fait des bêtises, donc est un peu moins sévère. Et puis effectivement, là, on a tendance à récuser tous les intellectuels, effectivement, sociologues, enseignants, etc. Éducateurs, parce qu'on sait qu'ils sont moins sévères. Donc, côté parquet, c'est clair, c'est connu, voilà ce qu'on récuse. Pour moitié, et puis pour moitié pour rendre service à des gens qui effectivement ont des tâches importantes dans la vie. Est-ce que les jurés sont invités à aller faire un petit tour en prison? Oui. Ils ont, dans pas mal de cours d'assises, ils ont. Oui. Moi, quand j'étais procureur, je faisais visiter. D'abord, avant la session de la cour d'assises, on fait une petite formation où on intervient, le bâtonnier ou un de ses représentants, le procureur de la République qui va être avocat général, et avec le président de la cour d'assises. Ensuite, une fois qu'on a fait cette formation, on leur a expliqué pas mal de choses, on les amène faire une visite de la maison d'arrêt quand elle n'est pas trop loin, et moi ça a chaque fois été le cas. Et ça aussi, vous avez raison, ça, en tout cas ça interpelle, ça. Et puis on fait la fameuse expérience, est-ce que vous acceptez de vous laisser enfermer seul dans une cellule? Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui vous disent ils ont la télé, ils regardent les Feux de l'amour, ils sont bien, quand l'a fait ça, alors là... Non. Encore conclu en volet, la prison qu'on fait visiter est classée monument historique dans ces chapelles. Oui.
Mais bon, à Paris, on fait systématiquement en début de session d'assises, on fait visiter aux jurés, on les emmenait, alors avant, on les emmenait à la santé, ce qui était pas très loin, mais donc désormais, maintenant que la santé est fermée et en travaux, on les emmène quand on a le temps. Donc voilà. Pas souvent. Et moi, j'ai toujours été, un tout petit peu dubitatif, parce que je pense qu'il y a quand même une cellule modèle qui doit servir un peu. Donc voilà, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins cradoc et un peu moins catastrophique, alors que toutes dans le sont catastrophiques. Mais j'ai toujours été un peu suspicieux en tant qu'avocat. Sur le... Ouais, moi, en tant qu'ancien gendarme, j'ai été très sévère quand j'étais procureur. Lorsque vous savez, le procureur a pour attribution d'aller visiter les lieux de privation de liberté, donc les chambres de sûreté des brigades de gendarmerie. Moi, je l'ai classé insalubres à ne pas utiliser. Généralement, elles sont froides, elles sont dans le garage, ça sent l'essence, il y a un bac en ciment, il y a des latrines qui sentent mauvais, enfin, c'est pas ça. Et moi, je considère que, d'ailleurs, je crois qu'il y a un certain nombre de gardes à vue qui ne devraient pas aboutir à des placements en chambre de sûreté. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Sur ce, mes amis, comme le temps passe, et je pense que l'idée, ça n'est pas de faire parler nos auteurs jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout aucun intérêt à lire leurs livres, puisque vous saurez déjà tout ce qu'ils avaient l'intention d'y raconter. Voilà, je voudrais en tout cas infiniment les remercier d'avoir accepté de se prêter à cette audition contradictoire. Vous avez vu qu'ils ont du répondant et des choses à raconter, des histoires ou des analyses à livrer que vous pouvez retrouver donc dans La Vérité côté cour, une ethnologue aux assises et dans la salle des pas perdus. Les livres seront en vente dans quelques instants de l'autre côté, dans la partie Moyen-Âge, où on vous met du musée, donc dans la partie médiévale où on pourra vous retrouver. J'ai une ou deux annonces à faire, en dehors du fait de vous remercier infiniment de vous être prêté à cet exercice. Remercier aussi la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris, ma directrice et moi le conservateur, m'a donné sympathiquement comme toujours à montrer, je ne sais pas où il est, le bulletin d'adhésion de la Société des Amis du Musée qui se trouve sur la tablette là-bas et que vous avez tous l'obligation de remplir avec un chèque ici de membres fondateurs, non bienfaiteurs, voilà. Il y a une vraie activité de la Société des Amis du Musée qui produit des produits. Vous avez vu nos mugs et nos agendas et tout un tas de choses. Vous pouvez aussi, si je puis me permettre, on peut aussi remercier les Nôtres de Paris, nos partenaires, qui viennent fidèlement nous filmer ici et rectifient chaque fois que je veux faire de cet endroit une ancienne prison, une ancienne boucherie ou une ancienne poissonnerie des Halles et me disent la réalité sur l'histoire de Paris et de tous ces monuments. Voilà. Vous annoncez aussi que la prochaine audition aura lieu dans un peu plus d'un mois parce qu'entre deux, nous inaugurons donc l'exposition sur les pièces à conviction, qui va être une très belle exposition. Quand on dit très belle exposition, c'est comme pour les magistrats ou comme pour les policiers, ça veut dire quelque chose de très sinistre ou très dur. C'est un beau dossier, c'est évidemment un dossier bien sanglant, c'est comme une belle tumeur chez le cancérologue, on est sûr de ne pas en y réchapper. Donc évidemment, quand c'est une belle exposition avec de beaux objets, c'est une guillotine, une lame de boucher, deux, trois choses, des revolvers, des couteaux, tout ce qu'il faut, bref, pour jouer avec ses enfants, et voilà, et quelques cas sanglants. Vous indiquez néanmoins que la prochaine audition, donc c'est le 23 novembre, autour des procès politiques, avec trois auteurs. Il faudra revenir, monsieur. Voilà. Denis Salas qui a publié l'excellent livre sur les procès politiques 15e, 20e siècle, un très bon livre sur l'affaire Fualdès, qui se passe à Rodez, qui est en ce moment exposé à Rodez. Il y a une expo au musée Fenaille, Le sang et la rumeur, donc avec Jacques Miquel et Aurélien Pierre. Aurélien Pierre, qui a dirigé l'ouvrage, va venir. Et puis Véronique Blanchard, qui est docteur en histoire, et Mathias Gardet, historien, pour leur livre sur la mauvaise graine, 2 siècles d'histoire de la justice des enfants. Voilà. Là aussi, ça devrait vous intéresser, si je puis me permettre. Enfin, on terminera l'année le mercredi 20 décembre avec une audition de mon confrère Philippe Cohen pour son ouvrage Internet contre la haine, plaidoyer pour le respect. C'est sur les réseaux sociaux et l'appel à la haine, avec le vice-bâtonnier désigné qui sera à quelques 15 jours de son installation, Basile Adair, spécialiste du droit de la presse et rédacteur en chef de Légipresse. Voilà, j'ai à peu près tout dit, si ce n'est que vous ne devez pas oublier de monter jusqu'à l'escalier, jusqu'au premier étage pour admirer ce qu'est l'architecture, la perspective, la renaissance et un chef-d'œuvre qui nous vaut d'être classé. Voilà, merci encore. Merci.